Encore les restos du cœur? Ma sœur a ricané. Papa s'est étouffé avec son vin quand le majordome a apporté le Forbes de demain. Voici la PDG milliardaire la plus secrète de la tech. Je m'appelle Aliénor Girard, j'ai 36 ans, et pour ma famille, j'ai toujours été le mouton noir. Derrière mon apparence ordinaire et mes vêtements achetés en solde se cache un secret qui ferait s'étouffer mes proches suffisants avec leur vin hors de prix. Ce soir, dans la somptueuse demeure de mes parents à Neuilly-sur-Seine, ma sœur Olympe va, comme d'habitude, lancer ses pics acérés sur mes finances. Ce qu'elle ignore, c'est que demain matin, mon visage sera en couverture du magazine Forbes. Le majordome a déjà une copie en avance qui attend. Le dîner de ce soir ne sera pas une simple réunion de famille. Ce sera une exécution. Si vous voulez voir comment j'ai finalement réduit ma famille toxique au silence après des années de mépris, laissez un commentaire pour me dire depuis quelle ville ou quel pays vous regardez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires de vengeance bien méritées. Je suis arrivé devant le portail en fer forgé, mon humble Peugeot 208 semblant presque ridicule garé derrière la Porsche de mon père et le Range Rover de ma sœur. Chaque visite ici était une épreuve. J'inspirais profondément. L'air sentait le jasmin des jardins parfaitement entretenus et l'argent ancien. En franchissant le seuil, je sentais déjà le poids de leurs attentes, de leurs jugements, s'abattre sur mes épaules. C'était une sensation familière, un vêtement inconfortable que j'avais porté toute ma vie. Marcel, le majordome qui me connaissait depuis que j'étais enfant, m'a ouvert la porte. Son sourire était la seule chose authentique dans cette maison. Mademoiselle Aliénor, quel plaisir de vous voir. Contrairement à ma famille, Marcel m'a toujours regardé avec une gentillesse sincère, que je porte un jean usé ou, hypothétiquement, une robe de créateur. Bonsoir Marcel. Vous allez bien? Il a pris mon manteau, un simple trench beige qui avait au moins 5 ans. Très bien, mademoiselle. Et vous-même? Il y avait une lueur dans ses yeux, comme s'il savait. Mais c'était impossible. Personne ne savait. J'ai traversé le hall d'entrée en marbre, mais pas résonnant dans le silence opulent. Au loin, j'entendais les voix étouffées du salon. Le rire aigu et contrôlé de ma sœur, Olympe. La voix de baryton autoritaire de mon père, habitué à commander. La tonalité douce et mesurée de ma mère, toujours soucieuse des apparences. Ils étaient tous là, prêts à jouer leur rôle dans cette pièce de théâtre familiale que je connaissais par cœur. Mon rôle? Celui de la déception, du projet raté, de l'éternelle cause perdue. Je me suis arrêté dans l'embrasure de la porte, les observant un instant avant qu'ils ne me remarquent. Ma mère, Geneviève, élégante dans une robe bleu marine, discutait avec un couple d'amis. Mon père, Armand, se tenait près de la cheminée, un verre de whisky à la main, pontifiant sur la dernière chute de la bourse. Et là, sur le canapé en velours, trônait Olympe, à côté de son mari, Amaury. Parfait. Impeccable. Dédaigneux. C'est Olympe qui m'a vu la première. Son sourire s'est légèrement figé avant de se transformer en une expression de pitié amusée. Oh, Aliénor, te voilà. Son annonce a fait taire la pièce. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai senti leurs yeux me scanner, de mes chaussures plates à mes cheveux attachés en une simple queue de cheval. Le verdict était silencieux, mais unanime, toujours la même. Toujours inadéquate. Ma mère s'est approchée, m'embrassant des deux côtés sans que ses lèvres ne touchent ma peau. Ma chérie, nous n'étions pas sûrs que tu pourrais te libérer de ton travail. L'ironie était si épaisse que j'aurais pu la couper au couteau. Si seulement elle savait ce que me libérer du travail signifiait réellement pour moi. Reporter des réunions avec des leaders technologiques à Tokyo, déléguer des décisions sur des contrats de plusieurs millions d'euros. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je répondu, et c'était vrai. Malgré tout, c'était ma famille. Et une petite partie de moi, une partie stupide et tenace, espérait toujours leur approbation. Olympe s'est levée et s'est approchée, son parfum coûteux flottant autour d'elle comme un bouclier. « Petite sœur, dit-elle en me serrant brièvement. Ce chemisier te va bien. N'est-ce pas celui que tu portais à Noël il y a 2 ans? Et voilà. La partie avait commencé. Je lui ai souri, un sourire calme qui, je le savais,
l'agaçait plus que tout. Le rideau allait se lever sur mon dernier acte. Pour comprendre le drame de ce soir, il faut comprendre la prison dorée dans laquelle j'ai grandi. Notre nom de famille, Girard, était synonyme de succès dans les cercles élitistes de Paris. Un succès mesuré non pas en bonheur, mais en diplôme des plus prestigieuses grandes écoles HEC, Polytechnique, l'ENA. Mon père, Armand, avait transformé la petite société de conseil de son père en un empire financier. Ma mère, Geneviève, venait d'une lignée de notaires et d'avocats parisiens, où chaque mariage était une fusion stratégique. Leur plan pour leur fille était clair, tracé dès notre naissance. Olympe, de 3 ans mon aînée, était leur chef-d'œuvre. Première de sa classe à Henri IV, diplômée de HEC, mariée à Amaury, un banquier d'affaires dont la famille possédait la moitié d'un vignoble à Bordeaux. Elle était tout ce qu'ils avaient toujours désiré, brillante, ambitieuse, et surtout, parfaitement conforme. Elle ne manquait jamais une occasion de me le rappeler. Moi, j'étais différente. Pendant qu'Olympe apprenait le piano et excellait en équitation, je démontais les ordinateurs que mon père ramenait du bureau. À 14 ans, ma chambre ressemblait plus à un atelier d'électronique qu'à une chambre de jeune fille. Mes parents toléraient mon hobby tant que mes notes restaient impeccables, mais ils ne l'ont jamais compris. L'informatique, c'est pour les techniciens, Aliénor, disait mon père avec dédain. Une femme de la famille Girard dirige des organisations, elle ne se cache pas derrière un écran. Leur soulagement fut immense lorsque j'intégrai une des meilleures classes préparatoires de Paris. J'étais enfin rentré dans le rang. Mais c'est là que tout a basculé. Au lieu de me concentrer sur les concours, je passais mes nuits à coder. J'ai découvert une faille de sécurité majeure dans le réseau intranet de mon lycée, une faille qui aurait pu exposer les données personnelles de milliers d'élèves. J'ai passé des semaines à développer un correctif, anonymement. Et en le faisant, j'ai compris. Ma voie n'était pas dans un bureau de direction traditionnel. Ma voie, c'était de construire les murs qui protégeraient notre monde de plus en plus numérique. J'ai annoncé que je quittais la prépa pour lancer ma propre start-up. La réaction de ma famille fut une véritable explosion nucléaire. Ma mère a pleuré pendant des jours, accusant mon « obsession malsaine » pour les écrans. Mon père est entré dans une fureur froide. « Tu jettes ton avenir à la poubelle. Un avenir que nous avons passé notre vie à construire pour toi. Sans le nom Girard, sans notre soutien, tu n'es rien. » Olympe, bien sûr, était la plus virulente. « Tu vas le regretter toute ta vie », m'a-t-elle dit, ses yeux brillants d'un triomphe glacial. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour le vrai succès. Tu ferais mieux de l'accepter maintenant. Mon père a tenu sa promesse. Il a gelé mon compte en banque, coupé ma ligne téléphonique, m'a dit que je n'étais plus la bienvenue à la maison tant que je ne reviendrais pas à la raison. Il pensait que la peur et le manque d'argent me ramèneraient en rampant. Je me souviens de ma dernière conversation avec ma mère avant de partir. J'avais essayé de lui expliquer ma vision, de lui parler de l'importance de la cybersécurité, de la passion qui m'animait. Elle m'avait regardé, ses yeux remplis d'incompréhension et de déception. « Ma chérie », avait-elle dit doucement, « j'avais l'habitude de montrer à mes amis tes bulletins de notes. Qu'est-ce que je suis censée leur montrer maintenant? Tes lignes de code ?» Cette phrase m'a brisé le cœur plus que tous les cris de mon père. Elle ne s'inquiétait pas pour mon bonheur, mais pour son statut social. Mon succès ou mon échec n'était qu'un reflet d'elle-même. Je suis partie avec 2000 € d'économie, un ordinateur portable et un algorithme de sécurité embryonnaire. Alors que je chargeais mes cartons dans ma vieille Twingo, j'ai vu Olympe me regarder depuis la fenêtre de sa chambre. Il n'y avait aucune tristesse dans son regard. Juste une satisfaction froide et pure. Elle avait enfin gagné. Elle était la fille parfaite, et j'étais officiellement la ratée. Il pensait que j'allais échouer. Il l'espérait, même. Un échec cuisant aurait validé leur choix, leurs valeurs, leur monde. Mais ils avaient sous-estimé une chose fondamentale. Ma rage. Et la puissance d'une idée. Ils m'avaient peut-être banni de leur monde, mais ils ne savaient pas que j'étais sur le point d'en construire un nouveau. Ils m'avaient dit que j'avais tout jeté. La vérité, c'est que je m'étais enfin libérée. Mais la liberté avait un prix, et j'allais bientôt découvrir à quel point il était élevé. Et le pire, c'est que le coup le plus dur ne viendrait pas de mes parents.
Il viendrait de la personne qui aurait dû me défendre, ma propre sœur. J'ai choisi Grenoble. Loin de Paris, loin de leur influence. C'était le cœur de la technologie en France, un endroit où mon travail pourrait parler pour moi, pas mon nom de famille. Mon premier bureau était une chambre de bonne de 9 mètres carrés, avec une douche sur le palier. Le lit servait de chaise, le sol de table. Pendant 2 ans, ma vie a été un cycle incessant. Coder, chercher des financements, coder, manger des pâtes premier prix, coder encore. L'argent est vite devenu un problème critique. Mes 2000 € ont fondu comme neige au soleil. Il y a eu des semaines où je devais choisir entre payer l'électricité ou manger à ma faim. C'est à ce moment-là que j'ai dû ravaler ma fierté. Une fierté de Girard, celle qui m'avait été inculquée toute ma vie. J'ai poussé la porte des restos du cœur. La première fois que j'y suis allée, j'ai cru mourir de honte. Je me cachais sous une capuche, espérant ne croiser personne que je connaissais. Tenir ce sac en plastique rempli de conserves et de yaourts, c'était la preuve tangible de mon échec aux yeux du monde, et surtout, aux yeux de ma famille. Je ne leur en ai jamais parlé, bien sûr. Mais d'une manière ou d'une autre, Olympe l'a su. Probablement via un ami commun, à qui elle avait soutiré l'information. Et elle s'en est servie comme d'une arme. Après presque 3 ans de galère, j'ai enfin eu une lueur d'espoir. Un petit fonds d'investissement local, dirigé par un certain monsieur Bernard, s'était montré intéressé par mon algorithme. Il était impressionné, il voyait le potentiel. Nous avions eu plusieurs réunions prometteuses. Il était sur le point de m'offrir un financement de démarrage de 50 000 €. Ce n'était pas énorme, mais pour moi, c'était le monde. C'était la survie. C'était la validation. La veille de notre dernière réunion, celle où il devait me donner sa décision finale, il a annulé. Par email. Un message court, froid. Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas poursuivre. Pas d'explication. Il ne répondait plus à mes appels. J'étais anéantie. Je ne comprenais pas. Tout s'était si bien passé. J'ai passé des jours à ressasser chaque mot, chaque présentation, cherchant l'erreur que j'avais commise. La vérité, je l'ai apprise 6 mois plus tard, par une indiscrétion. La femme de monsieur Bernard était une connaissance de ma mère. Olympe, apprenant que j'étais sur le point d'obtenir un financement, avait appelé cette femme. Elle n'avait pas dit de ne pas investir. Oh non, elle était bien plus subtile que ça. Elle avait joué la sœur inquiète. Elle avait exprimé ses profondes préoccupations pour moi. Elle avait parlé de ma fragilité émotionnelle depuis que j'avais quitté le giron familial. Elle avait mentionné, d'un ton faussement chagriné, que ma situation était si précaire que je dépendais de la charité publique pour manger. Elle avait insinué que j'étais instable, un pari risqué, une cause perdue qu'il valait mieux ne pas encourager dans ses fantasmes irréalistes. Elle avait saboté ma seule chance. Délibérément. Froidement. Cette nuit-là, assise dans le noir de ma petite chambre, je n'ai pas pleuré de faim ou de fatigue. J'ai pleuré de rage et de trahison. La personne qui partageait mon sang, qui avait grandi dans la même maison que moi, avait activement cherché à me détruire, simplement pour prouver qu'elle avait raison, pour s'assurer que je reste à ma place de raté. Honnêtement, que feriez-vous à ma place? Pardonneriez-vous une telle trahison? Dites-le moi dans les commentaires. Cette nuit-là, quelque chose en moi s'est brisé. Mais quelque chose d'autre s'est forgé. Une détermination dure comme l'acier. Fini la gentille Aliénor qui espérait l'approbation. Fini la petite sœur qui cherchait la reconnaissance. À partir de ce moment, j'étais en guerre. Pas une guerre bruyante et déclarée. Une guerre silencieuse, patiente. J'allais construire mon empire. Et je m'assurerais qu'ils soient les derniers à le savoir. La trahison de ma sœur n'était pas la fin de mon histoire. C'était le véritable commencement. La trahison d'Olympe a été une leçon brutale mais nécessaire. Elle m'a appris que ma famille ne serait jamais une source de soutien. Au contraire, ils étaient un risque. Un risque pour mon entreprise, pour ma santé mentale, pour mon avenir. C'est là que j'ai pris la décision la plus importante de ma carrière. Ma start-up, Vigitech, ne serait pas dirigée par Aliénor Girard. J'ai créé un personnage, un alter ego.
Un nom simple, neutre, impossible à tracer, A. Martel. A pour Aliénor, Martel comme le marteau qui allait frapper. A. Martel est devenu le PDG fantôme de Vigitech. Il, ou elle, personne ne le savait, ne communiquait que par des mémos écrits et des emails cryptés. Ma propre identité au sein de l'entreprise était celle de directrice du développement produit. J'étais dans la lumière, mais cachée aux yeux de tous. Ce n'était pas seulement pour éviter les préjugés sexistes dans un milieu technologique dominé par les hommes. C'était un bouclier. Un bouclier pour protéger ma création de ma propre famille. Je savais que s'ils apprenaient mon succès, même naissant, ils essaieraient de se l'approprier, de le contrôler, de le transformer en un succès Girard. Ah, Martel n'était pas juste un nom, c'était ma déclaration d'indépendance. C'était la forteresse que je construisais autour de mon rêve. Pendant des mois, j'ai continué à lutter. J'ai enchaîné les petits boulots de freelance en informatique pour payer mes factures, tout en consacrant chaque minute de libre à Vigitech. J'améliorais l'algorithme, je perfectionnais le business plan. J'ai contacté des dizaines d'investisseurs. La plupart m'ont ignoré. Ceux qui ont répondu ont vu une jeune femme, une décrocheuse, sans réseau, et m'ont poliment éconduite. Et puis, il y a eu Martine Dubois. Martine n'était pas une investisseuse typique. C'était une ingénieure de formation qui avait fait fortune en vendant sa propre start-up dans les années 90. Elle avait plus de 60 ans, des cheveux gris coupés courts, et un regard perçant qui semblait voir à travers le bluff et les apparences. Je l'ai rencontrée lors d'une petite conférence tech à Lyon. J'avais à peine de quoi payer le billet de train. Alors que tous les autres investisseurs se pressaient autour des jeunes hommes en sweat à capuche sortis des grandes écoles, Martine était assise seule, observant. J'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis approchée. Je n'ai pas parlé de valorisation ou de retour sur investissement. Je lui ai parlé du problème. De la beauté de l'algorithme. De la menace croissante des cyberattaques. Elle m'a écoutée. Vraiment écoutée. Elle m'a posé des questions pointues, techniques. Elle a défié mes hypothèses. Pendant 1 heure, nous n'avons pas parlé d'argent, nous avons parlé de technologie. À la fin, elle m'a regardée et a dit, « Vous avez quelque chose, jeune femme. Votre code est élégant. Votre vision est claire. Mais vous avez l'air affamée et épuisée. » J'ai rougi, pensant qu'elle se moquait de moi. Je n'investis pas dans des plans d'affaires, a-t-elle poursuivi. J'investis dans des gens tenaces. Et vous, vous avez la ténacité d'une survivante. 1 semaine plus tard, 250 000 € étaient sur le compte de Vigitech. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était de l'oxygène. C'était la confiance d'une personne qui comprenait. Martine est devenue mon mentor, ma confidente. Elle était la seule à connaître toute l'histoire, le secret d'A. Martel, le drame familial. Utilise leur ignorance comme une armure, m'a-t-elle conseillé un jour. Le jour où ils apprendront la vérité, assure-toi que tu es si haut qu'ils ne pourront plus jamais t'atteindre. Avec ce premier financement, j'ai pu embaucher une petite équipe, louer un vrai bureau. Nous avons décroché notre premier client, une banque régionale inquiète de la montée des ransomware. Puis un deuxième. Puis un troisième. Le bouche à oreille a commencé à fonctionner. La réputation de Vigitech grandissait, et avec elle, le mystère autour de son insaisissable PDG, A. Martel. La forteresse prenait forme, pierre par pierre. Je construisais mon empire en silence. J'étais en sécurité. Du moins, c'est ce que je croyais. Car pendant que je bâtissais mon avenir, je ne savais pas que dans l'ombre, le passé n'avait pas dit son dernier mot. La cage dorée de mon enfance avait des barreaux bien plus longs que je ne l'imaginais. Les 10 années qui suivirent furent un exercice magistral de double vie. D'un côté, il y avait A. Martel, le cerveau énigmatique derrière Vigitech, la société de cybersécurité à la croissance la plus rapide d'Europe. A. Martel était cité dans la presse spécialisée, courtisé par les géants de la Silicon Valley. Sous ce pseudonyme, je dirigeais des centaines d'employés, prenais des décisions qui impactaient des systèmes financiers et gouvernementaux, et bâtissais une fortune personnelle qui dépassait l'entendement. De l'autre côté, il y avait Aliénor Girard. Aliénor vivait toujours à Grenoble.
Elle conduisait une Clio qui avait connu des jours meilleurs. Elle s'habillait simplement, préférait les randonnées en montagne aux soirées mondaines. Pour le monde extérieur, et surtout pour ma famille, Aliénor était une femme de 36 ans, célibataire, qui avait un job stable mais sans ambition, dans une petite boîte de province. Maintenir cette façade demandait un effort constant. Je refusais les promotions officielles qui auraient mis mon nom en avant. Je limitais mes apparitions publiques au strict minimum. Mes rares visites à Neuilly étaient des performances théâtrales. Je choisissais délibérément mes tenues les plus banales. Je parlais de mon travail en termes vagues, oui, ça va, on a pas mal de projets. C'est surtout du support technique, tu sais. Et ma famille buvait mes paroles. Pourquoi aurait-il douté ? Mon échec était une vérité si confortable pour eux, un pilier de leur vision du monde. Les dîners de famille étaient les pires. Olympe, désormais associée dans un prestigieux cabinet d'avocats parisien, mère de 2 enfants parfaits dans une école privée hors de prix, était la reine de la soirée. Chaque conversation était une occasion pour elle de souligner le gouffre qui nous séparait. « Oh, Aliénor, tu as l'air fatiguée », disait-elle avec une fausse compassion. Ce genre de petit boulot, ça doit être épuisant à la longue. Tu devrais peut-être penser à quelque chose de plus, reposant. Amaury connaît quelqu'un qui cherche une assistante administrative. Je me souviens d'un Noël particulièrement mémorable. Olympe venait de recevoir une promotion. Elle a passé toute la soirée à raconter en détail sa dernière affaire, un cas complexe de fusion-acquisition. Puis, elle s'est tournée vers moi, un sourire condescendant aux lèvres. « Et toi, petite sœur ? Des nouvelles excitantes dans le monde du dépannage informatique ? » À ce moment précis, mon téléphone vibrait dans ma poche. C'était un message de mon directeur financier. Nous venions de finaliser l'acquisition d'une start-up israélienne pour 80 millions d'euros. J'ai regardé Olympe, j'ai souri, et j'ai répondu, non, rien de spécial. J'ai réussi à réparer un serveur qui était tombé en panne. C'était assez technique. Le regard de triomphe sur son visage valait presque tous les sacrifices. Parfois, après ces dîners, en rentrant seul dans ma voiture modeste, je me demandais si ce jeu en valait la peine. Une part de moi voulait hurler la vérité. Leur jeter mes succès au visage. Mais je me souvenais alors de la trahison d'Olympe. De la froideur de mes parents. Et je savais que révéler ma réussite ne m'apporterait pas leur amour. Cela ne ferait que transformer leur pitié en convoitise. J'étais devenue une experte dans l'art de la dissimulation. J'avais appris à compartimenter ma vie. J'étais fière de ce que j'avais accompli, de l'empire que j'avais bâti sur les cendres de leurs attentes. J'avais gagné. La partie était terminée. Du moins, c'est ce que je pensais. J'avais l'habitude d'être sous-estimée. C'était devenu mon armure, mon arme secrète. Mais juste avant ce dîner fatidique, le dîner qui allait tout changer, j'ai découvert que leur mépris s'était transformé en quelque chose de bien plus sinistre. Ils ne se contentaient plus de me regarder de haut. Ils essayaient de regarder par-dessus mon épaule. Continuer à regarder pour découvrir le complot que j'ai mis au jour. Le point de bascule a commencé avec un email inattendu. Il venait de la rédaction en chef de Forbes France. Il préparait un numéro spécial sur les leaders technologiques les plus influents et discrets d'Europe. Le nom d'A. Martel et de Vigitech étaient en haut de leur liste. Ils voulaient l'exclusivité, la première interview, la première photo, l'histoire derrière le mystère. J'en ai discuté avec Martine. Le timing est parfait, a-t-elle dit. Vigitech est sur le point de lancer son nouveau produit grand public. Révéler ton identité maintenant donnerait une impulsion marketing colossale. Et honnêtement, Aliénor, tu ne peux pas te cacher éternellement. Elle avait raison. Après une décennie de silence, il était temps que le monde, et ma famille, connaissent la vérité. J'ai accepté. L'interview a eu lieu dans nos locaux de Grenoble. J'ai raconté mon parcours, les difficultés, les succès, sans mentionner les détails les plus personnels de mon drame familial. La séance photo était surréaliste. Moi, Aliénor Girard, en jean et t-shirt, transformée en PDG puissante par une équipe de stylistes et de photographes. La parution était prévue pour le lendemain du 40e anniversaire de mariage de mes parents. La coïncidence était presque poétique.
Et c'est là que le deuxième coup de poignard est arrivé. 2 jours avant le dîner, j'ai reçu un appel. C'était Luc, un de mes chefs de projet, un jeune ingénieur brillant et loyal que j'avais moi-même recruté. Sa voix était nerveuse, presque paniquée. Aliénor, je suis désolé de vous déranger avec ça, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Il m'a expliqué qu'une partie de nos petits bureaux de support en région parisienne était gérée par une société immobilière. Une société qui, je l'ai réalisée avec un frisson d'horreur, appartenait au beau-frère d'Amaury. Mon propre beau-frère. Luc m'a raconté qu'Amaury l'avait contacté directement, sous prétexte de discuter des besoins futurs en matière de locaux. Mais la conversation avait rapidement dévié. Amaury avait commencé à poser des questions insistantes sur la santé financière de Vigitech. Sur nos gros clients. Sur d'éventuels problèmes de trésorerie. Il avait même laissé entendre, avec un clin d'œil complice, qu'il posait ces questions pour le bien de la famille, pour s'assurer que le petit projet de sa belle-sœur tenait la route. Mais le pire, c'est ce qu'il a dit à la fin. Écoutez, Luc, entre nous, on sait bien que ce n'est pas la petite Aliénor qui dirige vraiment la boutique. Il y a forcément des investisseurs derrière, des gens sérieux. Si jamais il y a des tensions au sommet, ou si l'entreprise est en vente, ma famille et moi serions intéressés de le savoir en avant-première. On pourrait vous être très reconnaissant. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Ce n'était plus du mépris. Ce n'était plus de la condescendance. C'était une tentative d'espionnage industriel. Mon beau-frère, sans doute avec la bénédiction de ma sœur, utilisait leur connexion familiale pour essayer de corrompre un de mes employés, pour obtenir des informations confidentielles, potentiellement pour déstabiliser ou racheter ma société à bas prix s'il la pensait en difficulté. Il ne me croyait pas seulement incapable de réussir, il me croyait tellement incompétente qu'il pensait pouvoir piller mon entreprise sous mon nez. Une rage froide, pure, m'a envahi. Une rage comme je n'en avais jamais ressenti. La douleur de la première trahison d'Olympe n'était rien comparé à ça. Ceci était une attaque, pas seulement contre moi, mais contre tout ce que j'avais bâti. Contre mes employés. Contre mon rêve. J'ai remercié Luc pour sa loyauté et je lui ai assuré qu'il n'aurait aucun problème. Puis j'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon plan initial était simple, assister au dîner, laisser l'article de Forbes paraître le lendemain et savourer leur choc à distance. Un plan passif. Mais maintenant, tout avait changé. Ils avaient déclaré la guerre. Très bien. Ils allaient la voir. Mon plan a changé. Je n'allais pas simplement laisser la vérité éclater. J'allais la mettre en scène. La chorégraphier. Je n'allais pas attendre qu'ils lisent l'article. J'allais le leur apporter moi-même, sur un plateau d'argent. Je n'allais pas juste les laisser découvrir leur erreur. J'allais leur jeter leur trahison au visage, au milieu de leur fête, devant leurs amis. La gentille Aliénor était morte et enterrée. Ce soir, ils allaient rencontrer à Martel. Je suis entrée dans la salle à manger comme une actrice montant sur scène pour son rôle le plus important. La pièce était magnifiquement mise en scène, une table immense en acajou, de l'argenterie qui brillait sous la lumière d'un lustre en cristal, des arrangements floraux qui embaumaient l'air. C'était le décor parfait pour un drame. J'ai pris ma place, comme d'habitude, au bout de la table. La place des enfants, des invités de second rang. J'étais assise en face d'un vieil oncle à moitié sourd qui n'arrêtait pas de me parler de ses problèmes de prostate. C'était parfait. Plus ma position était insignifiante, plus le choc serait grand. Le dîner a commencé. Les conversations tournaient autour des sujets habituels, les vacances à l'île Maurice, l'achat d'un nouveau voilier, les excellentes notes du petit dernier à l'école privée. J'ai mangé en silence, observant. J'étais une anthropologue étudiant une tribu étrange et prévisible. Je voyais Olympe, au centre de la table, raconter avec force détail sa dernière plaidoirie. Je voyais Amaury, à côté d'elle, hochant la tête, le regard arrogant de celui qui se croit plus intelligent que tout le monde. Je l'imaginais, quelques jours plus tôt, essayant de soudoyer mon employé. Une nausée m'a prise, mais je l'ai réprimée. Pas maintenant. Le timing était essentiel. Mon père a levé son verre pour un toast. À 40 ans de mariage avec la femme la plus extraordinaire. Et à nos 2 filles,
qui nous rendent si fiers. Il a détaillé les récents succès d'Olympe. Puis il a marqué une pause, s'est tourné vers moi et a ajouté, et à Aliénor, qui a toujours eu le courage de suivre sa propre voie. C'était leur phrase standard pour décrire mon échec de manière polie. Suivre sa propre voie était leur euphémisme pour s'être perdu en chemin. J'ai levé mon verre en souriant. Le plat principal est arrivé. Un filet de bœuf sauce périgourdine. C'est à ce moment qu'Amaury a décidé de s'adresser à moi, sa voix portant à travers toute la table. Alors, Aliénor. Toujours dans ta petite boîte de logiciels à Grenoble? Ça doit être fascinant. Dis-moi, vous arrivez à joindre les deux bouts? J'entends dire que le secteur de la tech est assez compétitif pour les petites structures. Le silence s'est fait. C'était une attaque directe, à peine voilée. Il ne posait pas une question. Il affirmait ma précarité. Il testait l'eau, sans doute, pour voir si j'allais me plaindre, lui donnant ainsi les informations qu'il cherchait. J'ai posé mes couverts. J'ai essuyé ma bouche avec ma serviette. J'ai levé les yeux et je l'ai regardé droit dans les siens. Nous nous en sortons plutôt bien, merci Amaury, ai-je dit d'une voix calme et posée. La compétition est rude, en effet. Surtout avec les tentatives d'espionnage industriel. C'est un vrai fléau. J'ai vu une lueur de panique dans ses yeux, vite masquée. Olympe a froncé les sourcils, ne comprenant pas l'allusion. Mon père a reniflé. L'espionnage? C'est pour les grandes entreprises, ça. Pas pour les PME de province. J'ai haussé les épaules. On n'est jamais trop prudent. Le reste du repas s'est déroulé dans une tension palpable. Il sentait que quelque chose avait changé en moi, mais il ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Ma passivité habituelle avait été remplacée par une assurance tranquille qui les déstabilisait. Le dessert est arrivé. Une pièce montée spectaculaire. C'était le signal. Le moment était venu. Olympe, sentant qu'elle perdait le contrôle, a décidé de lancer son attaque finale, celle qu'elle gardait en réserve pour m'humilier définitivement. Elle a attendu que tout le monde soit servi. Elle a pris une petite cuillère de son dessert. Puis elle s'est tournée vers moi, un faux air de sollicitude sur le visage, mais ses yeux brillaient de méchanceté pure. Elle a haussé la voix pour que toute la table puisse l'entendre. À propos de joindre les deux bouts, ma pauvre Aliénor. Dis-moi, c'est une question sincère, j'espère que tu ne le prendras pas mal. Est-ce que tu as toujours besoin d'aller au resto du cœur pour faire tes courses? Un silence de mort est tombé sur la table. C'était brutal. C'était cruel. C'était tout ce que je détestais chez elle, distillé en une seule phrase. Elle m'a regardé, un sourire triomphant aux lèvres. Elle pensait m'avoir achevé. Elle ne savait pas qu'elle venait d'appuyer sur le détonateur. C'était mon signal. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le silence qui a suivi la question d'Olympe était assourdissant. Chaque convive fixait son assiette, soudainement fasciné par son dessert. Mon père s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Ma mère a jeté un regard de reproche à Olympe, un reproche non pas pour la cruauté, mais pour le manque de bienséance. Olympe, elle, me fixait, savourant son moment. Elle attendait mes larmes, mon bafouillement, ma honte. Elle a eu mon sourire. Un sourire lent, calme, presque amusé. Je l'ai laissé mariner dans ce silence pendant 5 longues secondes. Puis, comme sur un signal divin, Marcel est apparu dans l'encadrement de la porte. Sa posture était droite, formelle. « Excusez-moi d'interrompre le dessert », a-t-il dit d'une voix claire qui a fait sursauter tout le monde. Mais il y a une livraison urgente pour mademoiselle Aliénor. Tous les regards se sont tournés vers moi. Olympe a froncé les sourcils, confuse. Une livraison, a répété mon père. À cette heure-ci? Le coursier a insisté, monsieur, a répondu Marcel. C'est marqué, strictement personnel et confidentiel, point. J'ai hoché la tête. C'est bon, Marcel, vous pouvez la porter. C'était l'appel que j'avais passé à mon assistante juste avant d'entrer. Le plan se déroulait à la perfection. Marcel est entré,
tenant une grande enveloppe cartonnée rigide. Il a traversé la pièce et me l'a tendue avec un respect impeccable. J'ai pris l'enveloppe. J'ai senti le poids du magazine à l'intérieur. Le poids de 10 ans de secret. J'ai pris mon temps. Lentement, j'ai déchiré la bande adhésive. J'ai sorti le magazine, en gardant la couverture tournée vers moi. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Olympe, son irritation perçant dans sa voix. J'ai ignoré sa question. J'ai regardé la couverture. Mon visage me fixait. Un portrait professionnel, le regard déterminé, confiant. Et en grosses lettres capitales, le titre, Aliénor Girard, l'histoire secrète d'E la PDG milliardaire la plus mystérieuse d'E la tech française. J'ai levé les yeux de la couverture et j'ai balayé la table du regard. Puis, d'un geste lent et délibéré, j'ai retourné le magazine et je l'ai posé au centre de la table. Le silence qui a suivi n'était plus un silence de gêne. C'était un silence de choc pur, total, cataclysmique. Le temps semblait s'être arrêté. J'ai gravé chaque réaction dans ma mémoire. Mon père, qui était en train de boire, s'est figé, le verre à mi-chemin de ses lèvres. Son visage, habituellement rougeaud, est devenu cireux. Ma mère a porté une main à sa bouche, ses yeux passant de la couverture à mon visage, comme si elle n'arrivait pas à faire le lien. Amaury, l'arrogant Amaury, avait la bouche ouverte. Son masque de confiance s'était évaporé, le laissant avec une expression de pure incrédulité. Et Olympe. Oh, Olympe. Toute couleur a quitté son visage. Elle était blême. Ses yeux étaient fixés sur le magazine, ses lèvres tremblaient. Le triomphe avait été remplacé par une horreur absolue. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de voir un fantôme. Le premier son fut celui du verre de mon père, glissant de sa main et s'écrasant sur le parquet dans un bruit assourdissant. Le vin rouge s'est répandu sur le tapis perçant comme une tache de sang. Personne n'a bougé. Il semble qu'ils aient avancé la date de parution, ai-je dit, ma voix brisant le silence comme un éclat de verre. Il ne devait sortir que demain. Ma mère a finalement trouvé sa voix, un murmure étranglé. Aliénor, ce n'est pas possible. C'est une sorte de blague ? Non, maman, ai-je répondu doucement. Ce n'est pas une blague. Mais... Vigitech ? Ah, Martel, a balbutié mon père, essayant de rassembler ses esprits. Ah, Martel, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Ah, comme Aliénor. Martel comme le marteau qui vient de tomber. Le silence est revenu, plus lourd encore. La bombe avait explosé. Maintenant, il était temps de contempler les décombres. Le choc initial a lentement laissé place à une frénésie de questions confuses. Ils parlaient tous en même temps, leurs voix se chevauchant dans un chaos de déni et d'incompréhension. Milliardaire ? Mais comment ? Pourquoi ne nous as-tu rien dit ? C'est ton entreprise depuis le début ? J'ai levé la main, et, chose incroyable, ils se sont tus. Pour la première fois de ma vie, j'avais leur attention totale et entière. Oui, ai-je dit calmement. Vigitech est ma société. Je l'ai fondée il y a 15 ans avec 2000 € d'économie. Aujourd'hui, elle est valorisée à un peu plus de 4 milliards d'euros. L'article estime ma fortune personnelle à environ 2,5 milliards. Chaque chiffre était un coup de poing. Je les voyais calculer, leurs esprits habitués à mesurer la valeur des gens en euros essayant de traiter l'information. Mon père, retrouvant ses réflexes d'homme d'affaires, a été le premier à se ressaisir. Mais pourquoi ? Pourquoi ce secret, Aliénor ? Nous sommes ta famille. C'est une excellente question, papa, ai-je répondu, mon calme contrastant avec la tempête dans la pièce. Pourquoi est-ce que je vous ai caché mon succès ? Peut-être parce que la dernière fois que j'ai eu une lueur d'espoir, un petit investissement qui aurait pu tout changer, Olympe a tout fait pour le saboter. Le visage d'Olympe est passé du blanc au rouge en une seconde. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'étais inquiète pour toi. Inquiète, ai-je répliqué, ma voix se durcissant. Tu as appelé la femme de l'investisseur pour lui dire que j'étais instable et que je vivais de la charité. Tu as appelé ça de l'inquiétude ? Moi, j'appelle ça une trahison. Puis, je me suis tournée vers Amaury. Son visage était décomposé. Et toi, Amaury ?
J'espère que tu as apprécié ta conversation avec mon chef de projet, Luc. C'était une tentative intéressante pour obtenir des informations confidentielles. Sache que mon service juridique n'apprécie pas beaucoup ce genre d'initiative. Ils te contacteront la semaine prochaine. Le silence est revenu, glacial. Je venais de leur révéler non seulement ma réussite, mais aussi leur propre manigance. Ils n'avaient nulle part où se cacher. Vous me demandez pourquoi je n'ai rien dit, ai-je continué, ma voix emplie de la douleur de toutes ces années. Parce que vous ne m'avez jamais donné une seule raison de vous faire confiance. Quand j'étais au plus bas, vous m'avez enfoncé. Quand j'ai commencé à réussir, vous avez essayé de me piller. Vous n'avez jamais vu Aliénor. Vous n'avez vu qu'un échec à mépriser, ou une opportunité à saisir. Ce n'est pas vrai, a protesté ma mère, les larmes aux yeux. Nous t'aimons. Nous avons toujours voulu ton bonheur. Vous avez voulu que je sois conforme, ai-je corrigé. Vous vouliez une deuxième Olympe. Mon bonheur n'a jamais fait partie de l'équation. Pendant 15 ans, aucun de vous ne m'a jamais posé une seule question sincère sur mon travail. Vous ne m'avez jamais demandé ce qui me passionnait, ce que j'essayais de construire. Vous m'avez demandé si j'avais une bonne mutuelle et si je mettais de l'argent de côté pour ma retraite. Votre inquiétude était une façade pour votre jugement. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. Je n'avais pas besoin de votre argent. Je n'avais pas besoin de vos relations. Je n'avais même pas besoin de votre approbation. J'avais juste besoin de votre soutien. Votre intérêt. Un simple « nous sommes fiers de toi, quoi que tu fasses ». C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Je me suis tournée vers Olympe. Elle pleurait en silence, des larmes de rage, de honte, de jalousie. Tu as passé ta vie à te comparer à moi, à t'assurer que tu étais toujours au-dessus, lui ai-je dit, sans haine, juste avec une immense lassitude. Tu as eu tout ce que nos parents voulaient, les études, le mariage, la carrière. Et pourtant, ça ne t'a jamais suffi. Tu avais aussi besoin que j'échoue. J'espère qu'un jour, tu trouveras la paix, Olympe. J'espère vraiment. Sur ces mots, je me suis levée. Le dîner était terminé. Mon spectacle était terminé. Je dois y aller, ai-je dit simplement. J'ai une entreprise à diriger. Alors que je me dirigeais vers la porte, mon père m'a appelé. Aliénor, attends. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je me suis retournée. Je ne sais pas, papa. Pour la première fois, je crois que c'est à vous de décider. Cette nuit-là, en quittant cette maison, je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais vide. J'avais gagné la guerre, mais j'avais perdu ma famille il y a bien longtemps. La question était, pouvions-nous, un jour, reconstruire quelque chose sur ces ruines? 3 mois ont passé depuis la soirée que la famille appelle désormais la révélation. Le monde a changé. Mon monde a changé. L'article de Forbes a fait l'effet d'une bombe, non seulement dans ma famille, mais aussi dans le monde de la tech. Du jour au lendemain, je suis passé de l'anonymat à la célébrité. C'était déstabilisant, mais c'était aussi une opportunité. Je suis assise dans les bureaux flambant neufs de la Fondation Vigie. J'ai doté cette fondation de 150 millions d'euros de ma fortune personnelle. Notre mission, financer et encadrer des jeunes entrepreneurs talentueux issus de milieux défavorisés, ceux qui, comme moi, n'ont ni le nom, ni le réseau, mais qui ont une idée et la rage de réussir. C'est mon véritable héritage. Pas les milliards sur mon compte en banque, mais les opportunités que je peux créer pour les autres. La relation avec ma famille, en reconstruction. C'est un processus lent, maladroit, parfois douloureux. Il n'y a pas eu de réconciliation miraculeuse. Mais il y a eu des changements. Mon père, après avoir vainement tenté de me donner des conseils sur la gestion de ma fortune, a fini par abandonner. Maintenant, il m'envoie des articles sur les nouvelles tendances en matière d'intelligence artificielle. C'est sa façon de montrer son intérêt. C'est maladroit, mais c'est un début. Ma mère m'appelle 1 fois par semaine. Elle ne me parle plus des enfants de ses amis. Elle me pose des questions sur mes voyages, sur le stress de diriger une grande entreprise. Elle essaie de comprendre la femme que je suis devenue, pas celle qu'elle voulait que je sois. C'est difficile pour elle, mais elle essaie.
Amaury a été licencié du cabinet de son père après que mon service juridique a envoyé un dossier bien ficelé. Olympe et lui sont en instance de divorce. Elle m'a envoyé un long message, une nuit, à 3 heures du matin. Un mélange confus d'excuses, de reproches et de tristesse. Elle a admis sa jalousie, sa peur de ne pas être à la hauteur des attentes écrasantes de nos parents. Je lui ai répondu un simple « Prends soin de toi ». La blessure est trop profonde pour être guérie par des mots. Peut-être qu'un jour, nous pourrons être des sœurs. Pas aujourd'hui. J'ai établi des règles claires. Nous ne parlons pas d'argent. Ils n'ont aucune part dans mon entreprise. Nos rencontres sont rares, et toujours en terrain neutre. Je les aime, à ma façon. Mais je ne leur ferai plus jamais confiance. La confiance, comme le respect, ça se mérite. Parfois, je repense à la jeune femme que j'étais, tremblante de honte au resto du cœur. Je voudrais pouvoir lui dire que tout ira bien. Que sa plus grande blessure deviendra sa plus grande force. Que la solitude qu'elle ressent la poussera à construire quelque chose de plus grand qu'elle. Je réalise maintenant que le secret que j'ai gardé pendant 10 ans n'était pas seulement pour me protéger d'eux. C'était aussi pour me protéger de moi-même. J'avais peur que le succès me change, qu'il fasse de moi quelqu'un comme eux, quelqu'un qui mesure la valeur des gens à leur compte en banque. En vivant simplement, j'ai gardé les pieds sur terre. J'ai gardé mon âme. Le voyage des restos du cœur à la couverture de Forbes m'a appris une chose essentielle, la valeur d'une personne ne se trouve pas dans l'approbation des autres. Elle se trouve dans la capacité à rester fidèle à soi-même, envers et contre tout. Elle se trouve dans le courage de poursuivre un rêve que personne d'autre ne peut voir. Avez-vous déjà vécu un moment où votre vraie valeur a enfin été reconnue par des gens qui vous avaient sous-estimé? Ou peut-être avez-vous été de l'autre côté, réalisant trop tard que vous aviez mal jugé quelqu'un d'important dans votre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Parfois, le plus doux des succès est de prouver à ceux qui n'ont jamais cru en vous qu'ils avaient tort. Si cette histoire a résonné en vous, merci de laisser un « j'aime », de vous abonner, et de la partager avec quelqu'un qui aurait besoin de se rappeler que l'opinion des autres ne définit pas sa valeur. Merci de m'avoir écouté, et souvenez-vous, la meilleure des vengeances n'est pas seulement le succès, mais le succès selon vos propres termes. Authentique. Intègre. Et bien à vous.